Alors, comment je te présente? Tu vas te présenter toi-même? Oui, bonjour. Je suis Raya Bodine-Lindberg. J'écris du théâtre, j'enseigne la philosophie esthétique à l'école supérieure des arts de l'image de 75 et je suis critique d'art également. Et j'observe les liens de pensée, les liens de forme entre les arts plastiques et les arts vivants, notamment le théâtre plus particulièrement, puisque les arts vivants c'est un peu large, Mhm. et le théâtre avec Pierre, hein, c'est un peu notre pivot. Le Hein, pont qui nous relie le un peu. pont, ouais, le pont. Le pont. D'accord. Bah oui, aujourd'hui, c'est ça que je voulais te parler un peu avec toi. Ce qui nous relie, c'est en tout cas une certaine conception du théâtre pour moi. Ouais. Parce que je n'en pratique pas comme ça de façon formelle. Mais je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans le théâtre qui sont applicables et ce qui vise une métamorphose de la personne. Ouais. Donc, voilà. Une Toi, métamorphose il y a un épanouissement ou une métamorphose vraiment au sens littéral, c'est-à-dire vraiment une transformation, on peut de l'homme en animal ou de la... C'est vraiment... Parce que métamorphose, je voudrais savoir ce qu'il y a derrière. Une métamorphose, ça veut dire qu'il y a un avant et un après, c'est-à-dire Ouais. qu'on ne peut plus voir la vie de la même façon après avoir fait l'acte, soit parce qu'il y a un côté initiatique, parce que euh, une fois que tu as fait l'acte, tu t'es rendu compte de quoi tu étais capable, par exemple, tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui te dépassent, qui sont en toi, et, euh, et voilà, c'est ça que j'appelle une métamorphose, si ça t'est pas trop... Oui, alors nous, je vais reprendre un petit peu ce qu'on s'était dit là au Ouais. préalable. Hein. C'est vrai que ce qui semblait intéressant pour toi, c'était le registre de l'expérimentation et donc du théâtre laboratoire. Et donc c'est vrai que j'essayais de voir avec toi une distinction qu'il pouvait y avoir entre expérience, expérimentation, non pas pour pinailler, mais vraiment pour montrer à quel point l'expérimentation théâtrale n'est pas une expérience d'être individuelle et indivise, mais que dans le processus théâtral qui est le tien, si tant est que tu restes avec cette idée de théâtre, de théâtralisation d'un acte, hein, même si c'est un acte immédiat, spontané, et donc avec une certaine forme performative, c'est de rester dans cette idée que tu construis et tu construis une métamorphose, tu vas jusqu'au bout d'une métamorphose, et sans partition préalable, hein, sinon que d'une idée qu'il te faut réaliser. Hein, c'est ça. Maintenant, je ne connais pas tout à fait toutes tes actions, mais moi, ce que je disais précédemment, c'est que il me semble important à l'heure actuelle de bien saisir que le mot performance peut être réducteur. Réducteur parce que ce qui me semble bien, c'est pas de mettre en regard et en opposition et voir en conflit d'un côté le théâtre en faisant une forme conventionnelle, conservatrice, etc. Et de l'autre la performance comme le nouveau paradigme de l'avant-garde, mais véritablement de voir dans cette idée de performance un symptôme de la société, un symptôme, qui voudrait que pour chaque artiste, qu'il soit écrivain, plasticien, acteur, un mode d'être pour un manque à être. C'est-à-dire qu'il nous manque avec la forme écrite ou avec celle de la création, proprement parler, d'objets, etc., une forme performée. C'est-à-dire tout le monde, chacun se sent dans l'obligation, c'est déjà de trop de se sentir dans l'obligation, de passer par les fourches codines de la performance, de la mise en performance de son art et de son acte créatif. Or, il me semble que ça réduit le champ de l'art, d'abord parce que ça l'oblige, ça le rend finalement conventionnel, et aussi ça circonscrit finalement le geste créatif à la personne, à la subjectivité. Cette subjectivité, je ne la rejette pas, hein, sauf que si elle devient une subjectivité d'ordre purement, j'allais dire, psychologique, elle n'est pas intéressante pour l'art. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est là que je rejoins ces distinctions que je faisais entre expérience et expérimentation,
c'est que l'ordre de l'expérience est un ordre psychologique, d'un vécu et du témoignage du vécu. Et c'est pour ça aussi qu'un des écueils à l'heure actuelle du théâtre documentaire, tout le théâtre documentaire n'est pas dans ce mode subjectif psychologisant, mais néanmoins il y a cet écueil de la documentation de soi, de l'effet de réel qui passe par un surcroît d'auto-analyse. Alors, Deleuze le premier fustigeait dans l'Anti-Oedipe la psychanalyse dans la mesure où, en recherchant le sens, on évacuait toute possibilité de liberté par rapport au sens même, et on empêchait la folie d'être. Hein. Et la folie a peut-être des choses à nous dire, disait Deleuze. Et bien dans le même ordre d'idée, peut-être que l'art a des choses à nous dire que le vécu empêche de dire. C'est-à-dire que si on reste, on veut aller vers se performer quand j'écris, par exemple, j'écris, je fais du roman, je fais de la poésie et que je rends performant ce que j'écris, pas juste dans le registre de la profération. Ce serait, si ça reste du Kurt Schwitters, ce serait bien, hein, mais Kurt Schwitters, c'était Dada. Kurt Schwitters, c'était Dada, et Dada n'était pas dans l'expérience vécue d'une performance de l'expérience vécue. Il était dans un non-sens. Et ce non-sens, c'est l'expérimentation. D'accord. Est-ce que tu me suis ? À peu près, oui. Tu vois Kurt Schwitters ? Non. Kurt Schwitters, c'est un Dada, c'est quelqu'un qui a... il a une œuvre formelle, une œuvre plastique intéressante, mais je pense à ses performances, notamment ses proférations. À partir d'un, on dirait presque un babil de bébé, et puis avec des mots, et tout d'un coup, à la fois ça sonne, ça mélodise, c'est un jeu sur le son, c'est bon. Et c'est vrai que l'idée était de sortir le sens du sens, non pas pour atteindre de la polysémie, parce que là on est encore dans du sens, et les Dada n'étaient pas surréalistes, ils n'étaient pas polysémiques, ils étaient dans l'absurde et dans la folie du sens, d'accord ? Dans la déterritorialisation du sens, voilà. Et là vraiment on est dans une expérimentation. Il s'observait faire, il agissait, il était dans un laboratoire. Il était en phase laboratoire avec sa voix, son corps et ça. En phase laboratoire, c'est l'œuvre noire, c'est-à-dire c'est le moment où, évidemment, on passe de l'invisible à la lumière. Et cet invisible, ça n'est pas de l'inconscient, puisqu'on en a parfaitement conscience. D'accord ? Il ne s'agit pas d'écriture automatique non plus. D'accord ? C'est un moment où il y a un préalable, on sait entre guillemets, ce qu'on voudrait faire, tu voulais tuer ton chien, etc. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis là évidemment, il se passe quelque chose. Alors après, ça marche pas, c'est juste, c'est pas juste, bon. Mais encore faut-il, bon. Tout ça, c'est un porte, et pour moi, il me semble que c'est ça, rester dans une forme de théâtralisation, qui reste de l'incorporation, et non pas de l'incarnation, parce que le performeur, il incarne au sens où il est dans la chair de lui, dans sa chair, donc sa subjectivité dont on n'a rien à faire, sa psychologie et son pathos, d'accord ? Son pathos et ses affects. La scène des affects de quelqu'un n'est pas intéressante si elle n'est pas élargie à au-delà des affects, tu vois, dans la folie d'être, tu vois ? Et si c'est le petit moi de chacun et son sale petit secret, c'est juste un peu ça reste anecdotique et on est dans et on tombe assez facilement dans le stéréotype. Maintenant, il y a des performeurs qui déplacent le sens, et je ne rejette pas le travail de certains performeurs. Je pose plutôt la question de la performance en tant que sorte de surmoi que psychologie quand tu nous tiens, qui viendrait sursoir à un manque à être et à un manque d'art. Et ce qui m'intéresse avec le théâtre,
c'est pas la forme théâtre. C'est théâtraliser, rendre laboratoire, expérimentaliser, continuer le temps expérimental sur le plateau. Voilà. Donc, est-ce que... Voilà. Maintenant, on peut reprendre sur d'autres choses, si tu le souhaites, pour qu'on puisse avancer. Eh ben oui, c'est-à-dire que bon, n'ayant jamais fait de théâtre, je me suis un tout petit peu renseigné sur certains sujets, et il me semblait très intéressant. Moi, je disais laboratoire par rapport au théâtre laboratoire de Jerzy Grotowski. Ouais. Et ça, il y a quelques idées qui m'intéressaient dedans. Par exemple, le fait de dire que le théâtre serait plus fait pour éliminer des résistances plutôt qu'accumuler des techniques. Je trouvais l'idée... Dans le registre du non-savoir. Dans le registre du non-savoir, c'est ça qui m'intéresse. Ces idées ne sont pas très précises pour moi, pour les spectateurs non plus, je pense. Et donc, ça serait bien d'explorer cette facette du théâtre où... alors, je ne connais pas très bien le théâtre laboratoire de Grotowski. Mais, ouais. Mais on va peut-être pas en parler comme... Non. On va peut-être pas faire un cours sur Grotowski. Non. Mais est-ce que tu voudrais revenir sur ces deux idées, donc explorer les... Donc reprends peut-être... En fait, c'est explorer les possibilités du corps et même de l'esprit grâce au théâtre, aux exercices théâtraux. Oui, c'est les fameux trainings de Grotowski qui... Alors... Il faut voir qu'il y a une forme de mystique chez Grotowski, qui n'est pas loin d'ailleurs des démarches de la peinture abstraite, des Kandinsky, etc. À savoir le dépassement du langage par une forme expressive qui soit évidemment non représentative. Trouver un irreprésentable. On va essayer de pas coller à la réalité en permettant, en explorant des formes jamais vues. Quoi. Oui. Et donc, essayer d'aller explorer les possibilités de l'esprit, du corps, au-delà de ces possibilités, c'est sûr. Donc, travailler avec la frontière, les limites. Oui. En même temps, avec cette idée de la pauvreté, d'une épure, plutôt épuré pour finalement... alors là, il y a essayé de faire du théâtre une expérience ontologique, quoi, arriver à l'être. Exact. Avec cette espèce d'effet, disons, un peu ce mysticisme, maintenant, il faut voir. Écoute, Grotowski, il est dans une expérimentation. C'est une expérimentation parce que c'est évidemment une recherche à partir d'une mise, disons, d'un préalable et une mise à l'épreuve de ce préalable avec le réel. Donc on va observer ce qui dans la théorie était présent et qui dans le réel doit faire apparaître une forme. Peut-être une métamorphose, parce que dans cette idée de laboratoire et d'expérimentation, il y a l'idée de transformation d'une chose en une autre chose, d'un être en un autre être. Ça, c'est fort important. Alors que l'expérience, c'est drôle, en général, c'est un développement. C'est un développement de soi. C'est fort embêtant aussi que, et c'est dans la société dans laquelle nous sommes, qui est une société performative, parce que dans une société qui fonctionne avec l'idée de la performance, dans l'idée d'une croissance à la fois économique, mais une croissance d'être, donc un développement de soi. Si on est dans une société, Jérémy Rifkin, dans L'âge de l'accès, en parle très très bien, à savoir que l'accès à l'information, à un certain nombre de choses, et puis de biens, et de biens culturels comme de biens de consommation, l'un étant d'ailleurs la même chose, les biens culturels sont des biens de consommation, fait que chacun d'entre nous, essayons d'être dans un surcroît d'être, de se développer soi. Alors en gagnant plus, en étant plus beau aussi, en étant plus fort, plus intelligent, etc. Ça n'a rien à voir avec l'expérimentation, ça.
nous ne manquons pas d'être. Mhm. L'expérimentation nous permet de nous transformer, de nous métamorphoser en autre chose. Dans autre chose qui n'est pas effectivement quelque chose qu'on n'avait pas, mais quelque chose qu'on ne connaît pas. Mhm. Et nous ne développons rien, finalement. On ne peut rien développer. Et je pense que, je ne sais pas ce qu'en dit Grotowski, me semble-t-il, il cherche à ce qu'on dépasse certaines limites, mais il ne veut pas faire des surhommes. D'accord ? D'ailleurs, il est dans un appauvrissement, donc une réduction. Un dépouillement. Un dépouillement. C'est pas inintéressant. Pourquoi il est dans un dépouillement ? Parce qu'il ne cherche pas un développement. Et ça, c'est super important parce que on est complètement dehors de même dans le training de l'acteur grotowskien. L'idée n'est pas d'en faire des athlètes. Son Pippo del Bono, je ne sais pas si tu vois les textes de Pippo del Bono qui a suivi l'enseignement de Grotowski. D'accord. Et ensuite de Pina Bausch. On parle très bien sur le théâtre du corps, l'acteur du corps, je ne sais plus le titre exact de l'ouvrage de Pippo del Bono, je pourrais te montrer. Il faudrait regarder ce qu'il en dit, mais il me semble, surtout que lui, Pippo del Bono, bon, il a découvert assez vite sa séropositivité, bon, il avait des problèmes physiques. Et Grotowski a beaucoup aidé certains corps, non pas à se développer pour sursoir un handicap ou une maladie, mais aller plus loin dans la maladie peut-être. Mhm. Ou alors même être dans une forme de transformation. Dans une transformation, là on est dans dans le registre de la thérapie. Oui. Et la thérapie, me semble-t-il, c'était quelque chose qui te... Avant, oui. Il m'intéressait. Mais peut-être que ça infuse encore. Mais non, parce que comme tu le disais, et c'est ce que je trouvais intéressant dans l'idée que tu étais en train de développer... Tu n'es pas obligé de dire oui à tout ce que je dis. Hein. Tu peux me dire non hein, si tu trouves que tu n'es pas du tout dans le même champ et que... Voilà. Je trouve que les idées que tu exposes sont intéressantes, c'est pour ça que je fais tout le temps. D'accord. C'est pas parce que je suis d'accord, parce que je trouve qu'elles sont intéressantes à exposer aux gens. Oui. Et par exemple, cette distinction que tu faisais avec donc ça c'est plus Grotowski, où on n'a pas d'amélioration à faire. Ouais. On a juste peut-être à exprimer une sorte de potentialité qu'on ne connaît pas encore, mais pourtant qu'on a. Et donc, justement, pour moi, ça dépend de quelle thérapie on parle, parce que j'avais aussi vu que, je crois que c'est en Italie, tu as Walter Orioli qui fait de la théâtrothérapie et tout ça, qui développe vachement les trucs de Grotowski, et qui là, les idées me plaisaient, mais il y avait vraiment une dimension où c'était vraiment de la thérapie au sens classique, où il fallait aller guérir. mieux. C'est du aller mieux. Il y a la guérison. La guérison. Alors, restez malade, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est ça qui est génial. Tu parlais d'explorer la maladie au lieu de la supprimer. Ben oui. Et donc c'est une autre forme de thérapie, si on peut le dire. Oui, ou de philosophie. Ou de philosophie. C'est exactement ça. Et ça, cette idée me plaît beaucoup plus aujourd'hui que l'idée où il faut supprimer une maladie, comme par exemple avec la psychomagie, à la Jodorowsky. On supprime presque le mal. Or, l'explorer et en tirer toute la semence qu'il y a dedans, toute la créativité qu'il y a dedans, ça c'est intéressant. Voilà, donc par rapport à ce que tu as dit, c'est ça. Moi je suis plus dans ce moule-là. Oui, et d'autant plus qu'on est dans un monde dont on ne cesse de nous dire qu'il est malade, d'une terre dont on nous dit qu'elle est malade. Et d'autant qu'elle est malade, il faut qu'on s'en prémunisse par un surcroît de santé et de bien-être, en mangeant bio, etc. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut tomber aussi non seulement dans un hygiénisme qui serait un peu embêtant, donc une nouvelle forme de conservatisme, et aussi,
de normes. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est toujours rattrapé par les normes. Et alors, tout le monde va dire, mais on en a besoin. Je ne sais pas si on a plus besoin de la maladie ou des normes. Moi, il me semble qu'on a besoin de la maladie pour construire et reconstruire. C'est le même rapport que les gens... là, je fais des sauts tout à fait qualitatifs parce que je peux parler du rapport que les gens ont avec leur fièvre. Et c'est impressionnant à quel point on empêche les gens, les enfants, de faire des fièvres. Ah oui. Alors, on parlait de métamorphose. Pourquoi le corps ne devrait pas chauffer? Mais oui, évidemment. À la rigueur, refroidir me semble plus inquiétant. Mais la chaleur, laissons-la. Maintenant, évidemment, il y a des fièvres létales. Mais avant d'arriver à 41 de fièvre... Bon, ça paraît anecdotique. Là, je parle en termes d'expérience et de vécu. Ah oui. Au secours. Cependant, dans la fièvre, il y a vraiment cette idée, justement, d'un au-delà aussi du corps, qui n'est pas forcément un développement du corps puisqu'on est on est affaibli. Mais cet affaiblissement du corps permet aussi d'autres ouvertures. Hein. Et en général, on dit de la fièvre que c'est un moment aussi de combat. Hein, de combat des anticorps, des globules, des globules blancs contre les globules, je ne sais plus combien, je ne sais plus quelle couleur. C'est le blanc, je crois, qui joue. Mais voilà. On parlait de la métamorphose, c'est vrai que c'est intéressant de le penser en termes de transformation, je pourrais le penser en termes de conflit. Oui. Effectivement, il n'y a pas à évacuer le conflit. Dans l'expérimentation, il y a des réactions, il y a de la chimie, il y a il y a un moment dialectique où il y a quelque chose qui va ressortir d'un télescopage et d'un clash. Oui. Or, dans l'expérience, il y a toujours cette dimension du bien-être qui est atroce. Donc, même dans la pire expérience, il faut tirer un enseignement de ce qu'on a vécu. Excusez-moi, mais tirer des enseignements de ce qu'on a vécu, il y a peut-être malheureusement, et c'est là où les gens aussi se cassent les dents et se font mal, c'est que parfois il n'y a rien à en apprendre, véritablement. Sinon que on est dans un registre de non-sens. Ce qui peut être appris éventuellement, c'est de l'ordre de la création d'un autre paradigme, d'une transformation d'état, d'un changement de regard, d'un changement perceptif et peut-être d'une transformation de l'être, je ne sais pas, peut-être cette dimension doit être considérée, mais un enseignement, c'est difficile, hein. Voilà. Oui, tu as raison. Alors, peut-être que tout ça va me faire passer pour une horrible sceptique, mais bon, dans ces temps de certitude, d'absolutisme de la certitude, hein, je suis très contente de douter, voilà, de pouvoir en douter et de pouvoir douter de tout si j'en ai besoin. Tu as bien raison. Moi, je pars sur quelques références qui me sont chères, que j'ai survolées. Par exemple, tu avais parlé très brièvement d'œuvres noires au début de notre conversation. Et ça me semblait assez lié, tout ce qu'on vient de dire sur le théâtre, sur l'expérience théâtrale, d'une sorte de théâtre alchimique dont pourrait parler Artaud dans son Théâtre et son double. Et donc Artaud, on sait pour tout le monde là, qui a une énorme influence sur le théâtre quand même contemporain, dans toute la deuxième moitié du XXe siècle au moins. Donc Grotowski. Et donc, alors métamorphose en plus, alchimie et métamorphose semblent bien se relier comme sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait développer par rapport à cette idée? Qu'est-ce que développe Artaud, lui, qui t'intéresse?
qui m'intéresse, c'est que... Alors il y a plein de trucs. Et on lui parle de théâtre anatomique aussi. Hein. Théâtre Ouais. anatomique, théâtre alchimique. Bon, toi, c'est l'alchimie, théâtre alchimique, dans l'idée de transformation. C'est ça, lui, il parle carrément de ça, c'est ça, de transmutation. Transmutation, ouais. Ouais. Ouais, parce que, ouais, carrément. Et ça m'intéresse beaucoup, notamment par le langage du corps, qui est chez lui très important. Il trouve que le théâtre est devenu trop psychologique, trop centré sur le texte, et moins sur presque cette transe qu'on pourrait... Ouais, le textocentrisme, en fait, maintenant, ça... De toute façon, je trouve que Artaud reste une matière à penser très intéressante. Prendre Artaud à la lettre, c'est pas intéressant, à mon sens. Ouais. Voilà. Sur faire du Artaud à l'heure actuelle, bon, c'est une matière à penser. Oui, moi, cette idée de transmutation, je voulais, moi, te parler de Beuys, et Joseph Beuys, qui a développé cette idée de contre-image et qui est en fait une idée alchimique aussi de transmutation. À savoir que lui, il parle de contre-image par rapport aux matériaux et de rencontre entre des éléments contraires qui sont à la fois des éléments et en même temps qui ont valeur de symbole. Donc c'est pour ça qu'il parle de contre-image et non pas de contre-matière ou je sais pas, ou d'antimatière, ou je sais que antimatière veut dire encore autre chose, mais par exemple il met en rapport dans ses sculptures un isolant et un conducteur. Par exemple le cuivre. Le cuivre est un conducteur électrique, disons, voilà, d'un flux et d'impulsion électrique. Et le feutre, le tissu, le feutre ne l'est pas, est un isolant. Donc il s'est amusé, entre guillemets, à se servir de matériaux isolants à côté de matériaux, voilà, ou bien même d'enfermer certains objets dans des matériaux isolants, ou au contraire d'associer certains objets à un matériau conducteur. Mais il y voit aussi dans ces matières utilisées, feutre et cuivre, aussi des polarités contraires, mais aussi des énergies contraires. Le feutre, pour lui, c'est la chaleur, c'est le fait si on met un isolant, de toute façon, on a plus chaud, ça c'est clair. Mais le feutre, c'est comme de la laine, c'est quelque chose dont on peut se recouvrir et se vêtir et pour avoir chaud. Le cuivre, en revanche, c'est métal, c'est froid. Donc ça aussi, ça l'intéressait. Bon, c'est quelqu'un qui est influencé aussi par la pensée théosophique, et notamment par Rudolf Steiner, et qui s'est toujours posé la question des rapports, du passage d'un état à un autre, comme paradigme de tout son rapport au processus créatif. Et il me semblait intéressant peut-être par rapport à ce qu'on disait du théâtre, de voir que pour reprendre cette idée d'expérimentation comme art élargi, que Beuys a développé l'idée de sculpture sociale. D'accord. Et sculpture sociale, c'est pas juste faire des objets, c'est aussi faire des installations et des actions dans la ville ou des actions dans des galeries. Il parlait pas de performance, il parlait d'action. Action, mais bon, il était aussi à la suite des actionnistes viennois et de toute la pensée de l'art engagé de l'Allemagne et de l'Autriche après-guerre, qui évidemment, en réaction au passé nazi, essayait de se positionner sur un mode révolté, mais une révolte sociale, mais aussi une matinée de pensée marxiste et écologiste. Voilà. Donc il met en rapport, effectivement, ça c'est important chez Beuys, les actes de pensée et les actions artistiques. Il met vraiment en rapport ces actes de pensée comme... étant donné que lui considère que l'art engagé doit être un art dans l'espace public, au sens où ça élargit l'art à autre chose que non seulement que soi, et sa pure subjectivité, mais en plus, ça ouvre à la... comment dire, à
la présence artistique dans le champ urbain, autant qu'avec les gens qui n'ont rien à voir avec l'art. Voilà. Donc voilà. Mais bon, revenons sur cette idée de contre-image dans la pensée plastique de Beuys. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de ça chez Artaud, qui lui ne parle pas de contre-image, mais il parle de... je ne sais plus comment il le signifie, mais il est question d'image, bon, non, d'image du corps, ça c'est clair, mais aussi de textes qui font image. En fait, il est moins dans un rejet du textocentrisme, si on doit le trouver un mot en isme pour bien le saisir, c'est-à-dire le texte au centre de la dramaturgie et de la représentation théâtrale, que de trouver des textes ou des mots ou une façon de dire qui fassent image. D'accord. Donc, pour en finir avec le jugement de Dieu, ou même des textes, on est dans le registre de la profération, d'images parlantes et de paroles. En fait, que le plateau soit un lieu de parole moins que de représentation d'un texte. Donc, sortir le théâtre de la dimension littéraire pour faire que, évidemment, il y ait une dimension tierce qui arrive, qui est évidemment le corps, mais un corps qui n'est pas juste une incarnation d'un personnage, voilà, mais d'un corps qui est un corps écrit. Vraiment, l'idée dédoubler tout le temps ce discours de l'écriture en tant que corps. L'écriture en tant que corps. C'est ça qui intéresse Artaud, l'écriture en tant que corps plus que le texte à représenter. D'accord. Il faut rester là très très précis, parce qu'évidemment, ça a été très fort récupéré justement par les tenants de la performance contre les théâtres, à savoir que oh là là, ce texte qui nous pèse, qui nous fiche, qui conserve et qui n'ouvre pas de perspective. Sauf qu'on ne parle pas de texte, on parle d'écriture. Et l'écriture scénique, l'écriture théâtrale, même avec un texte préécrit, entre guillemets, par un auteur contemporain, c'est toujours qu'une écriture de plateau. C'est le plateau qui va faire que c'est pas figé. C'est le plateau qui va faire que l'action, le corps va faire vivre la page sur le plateau. Vivre la page entre guillemets. Pareil pour Beckett. Beckett ne fait que ça. Hein. Il écrit, il est dans une écriture du corps. Une écriture du corps dans une image parlante. Ça c'est très important chez Beckett, cette idée d'image parlante. D'ailleurs, il y a un texte qui s'appelle Pas moi, not I, où il fait justement dire... C'est à la fois un texte et un film, hein, puisque en fait la BBC a commandé à Beckett un certain nombre de petites capsules. D'accord. C'était pas des capsules à l'époque, mais des émissions de télé qui étaient des mises en scène de Beckett, vraiment des mises en scène et des mises en image de Beckett. C'est-à-dire qu'il n'écrivait pas un texte qu'il mettait en scène et ensuite il venait filmer. Il a construit des objets pour la BBC. Et il y a Quad, peut-être que tu connais. Non. C'est un carré avec des gens qui... En fait, c'est presque une chorégraphie. C'est une chorégraphie avec une musique rythmique et des gens qui courent dans un espace carré. Bon, qu'importe, on ne va pas s'intéresser à Quad, mais en revanche, au texte Not I, moi, alors là, qui est vraiment un texte-texte, et qu'il a mis en scène ainsi, à savoir qu'on voit juste une bouche. Et cette bouche, pour te faire un texte qui dit... qui est en fait une bouche qui est sans moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas, en fait, cette bouche, ça n'est que la bouche. Et c'est un texte qui est dit, et ce que voulait vraiment obtenir Beckett, c'est qu'il n'y ait pas d'identification du personnage. Et il n'y ait pas, justement, d'incarnation de quelqu'un qui joue un texte, mais une incorporation via la voix et via l'image d'une bouche qui parle, de mots, je dirais même pas de texte. Et ça, c'est l'écriture du corps. C'est l'écriture du corps, point. Et ça, c'est la démarche de Artaud aussi. Il n'y a pas not I, il n'y a pas moi pour le traduire de Beckett s'il n'y a pas, le théâtre et son double. Et son double. Pourquoi le théâtre et son double d'ailleurs?
t'ai jamais posé la question. Si, mais j'ai dû oublier la réponse. Mais il n'y en a pas dans le texte. Ben oui, justement, moi, c'est ce que je... C'est quoi ce double, en fait? Bah, ouais, moi, je suis un peu monoréponse sur ça. Je sais une que idée, trouver. le premier titre du théâtre et son double devait justement être tout simplement le théâtre alchimique, mais qui se disait que ça n'aurait pas touché en fait tout le monde. C'est vrai ça? Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'était trop ésotérique. Bah ouais, et puis tous les publics n'auraient pas compris, et puis ils se seraient fait moquer même, il dit, c'est dans ses correspondances, je crois. Ouais. Et donc je me disais que ça aurait pu être ça, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Raya, le théâtre et son double? Quel est le double du théâtre? Ah mais moi je sais pas. D'accord. Je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait spécialiste d'Artaud qui expliquerait quelque chose de tout à fait clair là-dessus. Mais moi, voilà ce que j'entends. Ouais. Parce que je pense que Artaud, il pouvait très bien comprendre qu'on puisse entendre quelque chose qu'il n'avait pas dit. Oui. Et qui y était peut-être. Pour moi, c'est très intéressant cette idée de double et du théâtre. Justement pour revenir à cette expérimentation. Ouais. En fait, le théâtre, c'est une réalité augmentée. C'est un dédoublement de la scène du réel. C'est un dédoublement entre guillemets, pas spéculaire, c'est pas une deuxième image, c'est une contre-image. Oui. Donc là, on boucle la boucle. Oui. Théâtre et son double. C'est la contre-image. Le théâtre est la contre-image du réel. D'accord, ok. Ce qui peut intéresser aussi. Ça peut être une bonne conclusion. Ça peut... Ah mais oui, c'est comme tu veux. Ah non, on ne cherche pas à conclure. On peut inachever, on peut rester... Non, mais tu es en suspens. En suspens. Oui, bien sûr. Je voulais justement... tiens, ça va servir de conclusion. Maintenant, conclusion de la conclusion. L'expérience du théâtre, aussi large soit-elle, qu'est-ce qu'elle peut avoir? Alors j'espère que c'est pas une question trop grotesque. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme incidence, ou voire comme fonction, comme rôle dans la transformation sociale? Parce qu'on sait que Artaud, même s'il était apolitique, je trouve, voire parfois antipolitique, il y avait quand même cette histoire de transformer les consciences par le biais du théâtre. Notamment en déthéâtralisant le théâtre, c'est-à-dire en le mettant dans la rue, etc. Alors il y a deux choses que tu dis. Tu dis à la fois transformation des consciences et rôle social. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Mais ça peut s'interpénétrer. Oui, on va alors c'est transformer les mentalités ou évidemment le champ peut être plus large, la conscience élargie à tous et éventuellement faire une transformation sociale. Moi je suis pas à la place d'Artaud, donc je sais pas. Moi je le trouvais plutôt antisocial. Oui. En fait, il est alchimique au sens où évidemment ce qu'il atteint, c'est pas un développement de l'être. Je en reviens. Donc c'est pas un développement. Et je veux pas du plus d'être. À la rigueur, il voudrait bien du néant. Est-ce qu'il est nihiliste? Non, mais en tout cas, il est dans une forme d'anarchie, plutôt une forme d'anarchie. Et je sais pas si Artaud, en plus, il y a la maladie d'Artaud qui est intéressante aussi, la folie d'Artaud, qui est aussi dans son texte, qui est aussi là, qui est présente maintenant. Il faut voir que peut-être, d'ailleurs il parle beaucoup du théâtre anatomique, avec le théâtre alchimique, que c'est une expérimentation du corps. Et je crois que chez Artaud, sans en faire un symptôme, cette transmutation, c'est très fort un changement de corps. Ça doit passer par le corps. Pardon. Et un changement de corps, je pense que lui, il change le corps. Après, c'est Deleuze ou c'est lui-même qui a déjà imaginé ce corps sans organes? Ah, c'est lui, ouais. C'est lui, hein. Et ce corps sans organes, c'est que dans l'expérience même de Artaud, qui était une expérience de la souffrance du corps, il souffrait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et que donc sa transformation,
Et cette transmutation, c'est pas justement la guérison, souffrir moins. C'est s'expurger en fait de certains organes qui font mal, de choses qui font mal, une espèce de... Oui, c'est très cathartique, c'est plutôt de l'ordre de la catharsis et de l'anéantissement, hein. Il me semble, hein. Et d'être... ou alors d'être dans un mode qui est à la fois la voix pure, la main, la tête, l'œil, se déconstruire, se disséminer, défaire l'unité du corps, comme si cette unité en fait n'était que en fait une mauvaise construction ou une construction qui fait souffrir. Bon, maintenant j'ai pas des solutions, je vois juste que c'est quelqu'un qui est dans cette anatomie. C'est une observation de soi, très fort, très loin, puisqu'il va jusque dans l'intérieur du corps, le corps organique, le corps viscéral. Hein. C'est pas juste les membres et notre... Ah, en fait, c'est pas l'enveloppe corporelle, c'est vraiment les viscères, quoi. Ouais. Et ce truc viscéral rejoint justement cette transsubstantiation, mais pas sur un mode. Non, c'est transmutation et pas transsubstantiation. C'est pas un changement de substance. Il ne s'agit pas de faire d'un corps de la chair et d'un corps mort, un corps ressuscité, d'une transsubstantiation sur un mode chrétien. Hein, c'est pas ça, christique du tout. Mais peut-être d'un surcroît de matière. Il y a le corps comme matériau. Ça, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire. Voilà, ça c'est hyper important. Et ça, on n'en a pas parlé. C'est qu'effectivement, dans cette idée d'expérimentation, le matériau aussi dont il est question, c'est le corps. Et que dans le fonctionnement thérapeutique, pathétique, le corps n'est pas matériau. Le corps se dématérialise parce qu'il est guéri. Et un corps guéri, c'est pas un corps matière. Un corps guéri, c'est un corps dans un bien-être. Et le bien-être n'est pas matière. Parce qu'on ne se sent pas. Comment dire, il me semble que, ça ne veut pas dire que je suis en train de faire l'exaltation de la maladie et de la souffrance pour se sentir être et se sentir matière. Néanmoins, dans la matière, il n'y a pas de bien-être. On n'est pas bien dans la matière. On n'est pas bien dans la matière parce que c'est pas bon la matière. C'est pas moral. C'est chaotique. C'est du magma. C'est l'œuvre noire justement. Et que en gardant cette dimension de chaos, la Cora, quoi, comme on appelle la Cora chez les présocratiques, c'est-à-dire ce monde avant, le monde avant le monde, c'est ça qui importe. C'est cette matière, c'est un accès à l'arrière-monde et non pas ni à la souffrance ni au bien-être, à quelque chose qui est de l'environnement, du tout, de l'invisible et du visible contenu, tout ensemble. Tu vois, c'est tout. C'est tout. Alors là, je suis dans une perspective ultra phénoménologique. On est du phénomène et on est tout le temps dans le phénomène. On est de la matière. On n'est pas un corps qui pense avec du monde alentour et du Umwelt. On n'est que parce que nous sommes au monde et dans la chair du monde. Voilà. Et ça, effectivement, Artaud, il est de cette veine-là. C'est que son corps sans organes, c'est en fait un corps qui revient au monde. Qui revient pleinement au monde. Il me semble. Ça, c'est super intéressant. Mais c'est ça qui revient pleinement au monde. C'est un corps phénoménologique. C'est vraiment... là, on est dans le chiasme de la matière, touchant touché. Merleau-Ponty en parle très bien. De ce chiasme continu qui fait que nous sommes à la fois intérieur et extérieur, visible et invisible, et que nous sommes partis, que moi, ici présente, je ne suis pas en rupture ou en dichotomie avec le monde qui m'entoure.
Ouais. Je respire le monde et le monde me respire. Ouais, ouais. Voilà. C'est- Effectivement, contre-image fonctionne là-dedans aussi. D'accord. Le théâtre, ben oui. C'est pas une contre-image à savoir parce que là, effectivement, avec ma explication de Box, on aurait ceci appelle cela, et donc on est à nouveau dans des réseaux binaires. Or, moi, mon sens, peut-être qu'Artaud, dans son idée de dédoublement et de contre-image, il est toujours qu'on est dans le double, pas en tant qu'il y a l'un et il y a l'autre, il y a tout ensemble, à la fois la réalité et l'imaginaire. Et à un moment, c'est des faces. Et c'est comme des... c'est le jeu des perles de verre, quoi. Il y a des moments de reflet dans un sens ou dans un autre selon l'éclairage de notre regard, de notre tactilité, de notre, plus pas tactilité, de notre toucher. Oui, et en fonction de ça, nous sommes en révélation par rapport à une face à une autre. D'accord. On a dépassé le temps, Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, C'est parce que je jubile. Je jubile pas trop. Je jubile parce que... Le ficus est d'accord. Le ficus est avec nous et notre bien. ficus qui nous parle tout autant que nous parlons au ficus. Ouais, c'est ça. Voilà, on est dans une perspective cosmico-phénoménologique. Non, parce que tu parlais de théâtre anatomique, donc on fait revenir le corps au centre de l'expérience, vraiment le corps. Pas au centre. C'est-à-dire que le corps est là, il doit être, en tout cas, il doit être pris en compte. C'est ça, d'accord. Voilà. Et il n'y a pas de centre. C'est ça ça, nous oui. décentre totalement, on est décentré, où allons-nous? On flotte. Et je me souviens qu'Artaud s'inspirait du théâtre balinais, justement, dans le sens où ça refaisait ressurgir tout ce langage qu'on oubliait de la corporalité, de la gestuelle, de la posture, et notamment de la musique, et puis de l'impact sur les sens du spectateur. D'où l'idée, par exemple, de la musique, et puis de certaines idées qu'auraient pu avoir certains chercheurs, comme l'art total. Toutes ces choses-là, remettre les sens en vigueur. Et justement, je trouve que c'est un très beau contrepoint par rapport à la médiatisation aujourd'hui. Par exemple, le fait qu'on soit un spectateur devant un écran, on est totalement passif. Les sens se concentrent seulement sur les yeux et l'ouïe, un minimum. Et on aspire de l'aspiration, on aspire de l'information seulement de façon très cérébrale. Et notre corps devient une sorte de pierre sur laquelle repose une espèce d'œil qui veut être omniscient. Et ça me semble un super beau contrepoint, une contrebalance à ça. Bah oui. Ouais. Et donc ce théâtre corporel. Bon, ben voilà. Oh, d'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas, il reste encore du temps? Oui, il reste 2 minutes si tu veux dire quelque chose. Non, non, à part le ficus, va bien. Je regarde le ficus et le soleil est avec nous, donc ça, tout va bien. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour tout tour, ça. hein, Ouais, voilà. c'est génial. Voilà.